Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, merci d'être avec nous. Nous allons parler climat, évidemment. Pourquoi ? Vous l'avez compris, 27e conférence mondiale sur le climat, COP27 à Sharm el-Sheikh, c'est en Égypte. 110 chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis là-bas, et puis des quantités d'organisations, évidemment, des ONG environnementales. 8 milliards d'êtres humains sur la planète Terre font face au réchauffement climatique. Comment faire ? Comment agir ? Comment servir la cause climatique ? Je pose la question. Est-ce que ceux que l'on appelle les activistes du climat, qui sont des activistes du climat, servent-ils la cause climatique ? Et puis, autre question, évidemment, est-ce que les pays riches doivent consacrer plus d'argent pour aider les pays du Sud, les pays les plus pauvres, qui ont de grandes difficultés, qui sont qui sont les premières victimes du réchauffement climatique et notamment de la pollution engendrée par les pays les plus riches. Il est 11h04. Toutes ces questions sont posées évidemment en Égypte et nous les posons ce matin avec nos invités. Yann Verling, vice-président de la région Île-de-France, en charge de la transition écologique. Bonjour. Bonjour. Fondateur des Écolos. C'est un nouveau parti écologiste, c'est cela ? C'est ça. Un nouveau parti écologiste de droite, du centre. Pragmatique, réaliste. Pragmatique. Voilà, c'est comme ça qu'on se définit. Bon, voilà. D'accord. Bon, avec nous également Milan Bouchevala, membre des Scientifiques en Rébellion. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même scientifique, dites-nous. Oui, moi je suis chercheur en sociologie. Chercheur en sociologie. Et Benjamin Lucas, qui est député des Yvelines. Bonjour, Benjamin Lucas, député LFI. Non, député Génération écologiste. Voilà, Génération écologiste des Yvelines. Bonjour, Benjamin Lucas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je le disais, 110 chefs d'État et de gouvernement réunis à Sharm el-Sheikh. Dites-moi... qu'est-ce que vous attendez ? On va faire un petit tour. Qu'est-ce que vous attendez de cette grand-messe ? On dit, certains, d'ailleurs, vous êtes opposés à ces grands-messes qui finalement génèrent beaucoup de pollution, ces grands-messes climatiques. Non, alors nous on n'est pas opposés Vous scientifiques, au COP. oui. Bon, elle génère beaucoup de pollution, c'est vrai qu'on réunit beaucoup de gens au même endroit, mais s'il y a un voyage en avion qui est justifié dans le monde, c'est bien celui-là. Bon. Donc, effectivement, on n'en attend pas forcément grand-chose, puisque elles sont annuelles, on sait que les engagements sont longs à arriver, les pays ne les tiennent pas, ils viennent un peu à reculons, mais c'est quand même un rendez-vous important pour maintenir un contact, notamment pour donner la voix aux pays pauvres. Je vous dis ça parce que certaines associations sont opposées à ces grandes réunions, certains activistes sont opposés à ces grandes réunions sur le climat. Bien, Yann Verling, il faut COP27, c'est utile ? Moi, je comprends tout à fait les questions qui sont posées par les... Oui. Il y a 40 000 participants. Oui. Vous multipliez ça par le nombre de billets d'avion, ça fait quand même un petit sujet. Bon, moi, je suis pas sûr qu'il faille être 40 000. Surtout que ce qu'on attend, c'est les chefs d'État. Et là, quand j'ai regardé quels étaient les chefs d'État présents, il y en a quand même certains notoires qui seront pas présents. Oui. Par exemple, le président chinois sera pas là. Le Canada sera pas là, l'Australie sera pas là. C'est comme des gros émetteurs, ceux-là. Ils seront pas là. Donc, c'est eux qu'on attend. C'est pas forcément 40 000 participants. Mais cela dit, c'est utile. Je veux quand même défendre les COP parce que souvent on décrit ces événements comme des moments où il se passe rien, il n'y a pas de résultats, etc. Mais s'il n'y avait pas ça, il faut réfléchir à l'inverse. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas de conscience mondiale et planétaire sur le fait qu'il y a un sujet sur le changement climatique. Et c'est quand même important que tout le monde soit à un moment donné dans une même salle pour se dire il faut qu'on traite du sujet. Benjamin Lucas. Oui, moi je suis d'accord. Le sujet, évidemment, des dépenses que cela engendre me paraît anecdotique au regard de l'enjeu qui est discuté sur place, au regard de ce que sont par ailleurs les flux aériens dans le monde. 40 000 personnes qui viennent, c'est un gros événement sportif, c'est des lieux extrêmement touristiques. Donc si on met ça en perspective par rapport au reste, moi, encore une fois, je préfère que j'aimerais justement que tout le monde y soit. J'aimerais qu'il y ait peut-être un peu plus d'ailleurs de billets d'avion qui soient pris pour y aller. Après, il n'y a pas que les chefs d'État qui sont concernés. Il y a aussi des grandes ONG. C'est important qu'elles y soient. Il y a des grandes multinationales qui aujourd'hui émettent plus que certains États. C'est important qu'elles puissent y être et qu'on puisse leur parler. Peut-être aux pays dits sous-développés, moins bien dotés, les pays qui souffrent de la pollution, de faire entendre leur voix. Oui, parce qu'on ne réglera pas le défi climatique sans résoudre la question des inégalités, notamment à l'échelle internationale et à l'échelle de l'intérieur de nos pays. Bien. Donc, on va faire le Sharm el-Sheikh, c'est une chose. Il y a aussi vraiment les préoccupations du
quotidien. Et il y a un sondage qu'a réalisé l'ADEME, Félix Mathieu. Les optimistes, ils verront d'ailleurs une prise de conscience. J'ai regardé le résultat de ce sondage, il y a une évolution, une forte évolution. Selon ce sondage, pour l'ADEME, donc, la moitié des Français estiment déjà subir les conséquences du réchauffement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français le ressentent, le voient aujourd'hui, alors qu'il y a quelques temps encore, c'était une vue de l'esprit, un peu, le réchauffement climatique. Ce n'est plus le cas. Oui, 51% des sondés déclarent avoir subi souvent ou parfois les conséquences des désordres climatiques. C'était moins d'un Français sur 3 en 2015. Alors ce sondage OpinionWay pour l'ADEME dévoilé par le JDD, il nous informe aussi que 81% des Français ont conscience de ce que le réchauffement climatique est causé par les activités humaines, contre 65% seulement il y a une dizaine d'années. On a quasiment les 3/4 des sondés qui estiment aussi que les conditions de vie vont devenir extrêmement pénibles d'ici une cinquantaine d'années. Là encore, la réponse oui à cette question progresse insensiblement. À l'inverse, à la question, pensez-vous qu'on pourra s'adapter sans trop de mal à ce changement climatique? Là, seul 1/4 des Français désormais répondent oui à ça. Seuls 11% estiment que le progrès technique permettra de trouver des solutions, quand ils sont 2/3, 63% estimés qu'il faudra changer nos modes de vie de façon importante. Un pessimisme face au réchauffement climatique qui s'installe dans le pays. Il est très très intéressant, ce sondage pour l'ADEME. Vraiment très intéressant. Alors, d'abord, est-ce que... tiens, je me tourne vers vous. Est-ce que le progrès technique permettra de trouver des solutions ? Clairement, pour nous, non. Et d'ailleurs, les Français ne sont pas pessimistes, ils sont réalistes, assez lucides. C'est dommage qu'on ait mis des décennies à y arriver. Il y a eu beaucoup de travail de lobbying des entreprises fossiles, comme les entreprises du tabac l'avaient fait avant, pour masquer la vérité, cacher qu'il y a un consensus scientifique très fort. Donc c'est dommage, si on avait pu informer la population, l'alerter il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, on n'en serait pas dans une urgence, dans une catastrophe à ce point-là. Le progrès technique ne permettra pas de lutter contre le réchauffement climatique. Et non, pourtant, le progrès technique permet, par exemple, de développer l'hydrogène, ou permet de développer des combustibles non fossiles. Alors, il y a plein d'innovations techniques qui sont très utiles. Tous les renouvelables dont les prix ont baissé au cours des dernières décennies, c'est extrêmement important qu'on les ait aujourd'hui. Mais en fait, l'urgence est telle qu'on ne peut pas se reposer sur la fusion nucléaire qui arriverait dans des décennies, l'hydrogène dans certains secteurs peut-être, mais ça ne va pas sauver par exemple l'aviation, la consommation d'électricité. Pour produire de l'hydrogène pour l'aviation, si on continue à développer l'aviation comme on le fait aujourd'hui, ça ne suffira pas. Donc clairement, on ne peut pas se reposer sur des techniques ou encore les techniques de capture et de séquestration du carbone qui sont encore très virtuelles et qui en fait peuvent servir de justification à ne rien faire, alors qu'en fait, si on continue comme ça, on va dans le mur. Il faut vraiment changer nos pratiques vers plus de sobriété. Et Yann Verling, est-ce que le progrès technique va servir la lutte contre le réchauffement climatique ? Alors, c'est intéressant que ce soit un scientifique qui nous dise que les progrès techniques ne suffisent pas, ou en tout cas ne seront pas la solution. Oui. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent entendu des scientifiques dire ça, alors que c'est plutôt des politiques qui disent que non, c'est la solution technique qui va résoudre le problème climatique. Donc moi j'écoute plutôt ce que disent les scientifiques, et donc je pense que j'ai regardé d'ailleurs un petit peu des sondages, des études qui ont pu être faites sur cette question. Moi, ce que j'ai vu à peu près en grande masse, c'est que 30% de la solution, elle est du côté des comportements individuels, que 30% elle est du côté des solutions réglementaires, fiscales et autres, donc du politique, et 30% c'est les progrès scientifiques, effectivement. Donc, vous voyez, c'est un peu partagé cette affaire-là. Les progrès scientifiques, il ne faut pas totalement l'évacuer. Il peut y avoir des solutions techniques, mais évidemment, ça fait qu'un bout du problème. Ça résout qu'un bout du problème. Oui, souvent ceux qui disent dans le monde politique que le progrès technique va nous sauver du péril climatique sont ceux qui se cherchent des excuses pour ne pas agir là où ils le peuvent. Moi, évidemment, le progrès technique a une part à jouer importante, notamment dans l'adaptation au réchauffement climatique, dans la protection de nos sociétés, mais on ne peut pas, vous l'avez dit, au regard de ce qu'est l'urgence maintenant, tout attendre de cela. Il y a besoin de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, il y a besoin d'isoler nos bâtiments, il y a besoin d'engager la sobriété énergétique et écologique aujourd'hui, sans en remettre une espèce de croyance qui se dit, tiens, on n'a pas la solution aujourd'hui, mais sans doute parce qu'on est plus fort qu'on ne l'a jamais été dans l'histoire, on l'inventera. Si on les invente, les solutions, tant mieux, mais enfin tout faire reposer sur
sur une croyance, mais comme on a fait reposer sur la croyance en la croissance notre modèle économique depuis des décennies, on voit que ça nous mène dans le mur, qu'il faut revenir, justement, vous le disiez, à la raison. Écoutez ce que nous disent les scientifiques, écoutez ce que nous dit le GIEC, au-delà des alertes aussi sur la question des solutions. Et donc s'en remettre au progrès auquel je crois, justement, je parle de croyance, mais heureusement qu'il y a du progrès technique, heureusement qu'il y en a eu, vous l'avez rappelé, sur les renouvelables, etc. Mais il ne pourra pas tout résoudre à lui tout seul. Alors un mot, juste une petite parenthèse, puisque vous êtes dans l'opposition. Dites-moi, lorsqu'on envoie un chèque de 100 ou 200 euros aux ménages modestes pour pouvoir se chauffer au fioul, vous êtes contre ou pour ? Mais moi je suis pour parce que c'est l'urgence, parce qu'il faut bien que les gens se chauffent, et qu'encore une fois, moi je ne suis pas pour qu'on mette en cause les comportements individuels des uns ou des autres, des plus modestes. Ceux qui aujourd'hui produisent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, ceux qui polluent le plus, ce sont en même temps ceux qui s'accaparent le plus la richesse. Donc ce serait trop simple d'expliquer que ceux qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture, que ceux qui n'ont pas le choix de se chauffer au fioul, ne puissent pas le faire. En revanche, moi je défends que dans le même temps, nous investissions massivement sur l'isolation des logements. On a voté 12 milliards au Parlement, 12 milliards pour l'isolation thermique des bâtiments. Le gouvernement, dans le 49.3, a sacrifié cet énorme pas en avant que nous avions fait, ce progrès pour la transition écologique et pour la sobriété. Donc on voit bien, c'est ça les choix qu'il y a à faire. Mais évidemment, dans l'urgence, c'est comme la question de la voiture. Quand vous n'avez pas de ligne de train, que vous ne pouvez faire que prendre votre voiture pour aller travailler, pour aller déposer vos enfants à l'école, vous n'avez pas à subir le prix de l'essence. En revanche, il faut agir sur ceux qui profitent de la crise. Il faut agir sur les multinationales qui exploitent, dont les bénéfices reposent sur le carbone, sur les pollutions, sur les inégalités. C'est là où il faut aller. Mais mettre en cause les plus modestes et ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se chauffer au fioul, ce serait là aussi, reposer notre lutte contre le réchauffement climatique sur des croyances et pas sur la vérité. Bien, 0826 300 300, vous réagissez. Vous êtes peut-être encore climato-sceptique. Je sais que ça existe, même si ça baisse. Dans tous les sondages le montrent, même si vous êtes encore à ne pas croire à l'activité humaine dans le réchauffement climatique, l'influence de l'activité humaine dans le réchauffement climatique, je le sais. Je vous mettrai à l'antenne. Ne vous inquiétez pas si l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous ont envie de réagir. Je pose la question, les activistes du climat servent-ils la cause climatique? Nous allons ouvrir le débat, et puis je parlerai aussi de l'un des grands sujets, évidemment, de la COP27. Il s'agit de l'aide des pays riches vers les pays les plus pauvres pour les aider dans l'urgence climatique et pour les aider à lutter à plus long terme contre le réchauffement climatique. Il est 11h15, vous êtes sur Sud Radio. N'hésitez pas à intervenir. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Allez, il est 11h18. Oui, nous parlerons du climat et des migrations tout à l'heure en fin d'émission. Mais la question que je pose aujourd'hui, les activistes du climat servent-ils la cause climatique? Alors, œuvres d'art, on a tous vu les images, on a lu, œuvres d'art, des compétitions sportives qui sont interrompues, des routes qui sont bloquées, le périphérique parisien dernier en date. Les activistes climatiques multiplient les actions coup de poing. Est-ce productif ou contre-productif? Je me tourne tout de suite vers vous, Milan Boucher-Valla. C'est indispensable pour faire bouger les choses ou pas? Oui, pour nous, c'est le point de départ de notre collectif. On a lancé en 2020 un appel de 1000 scientifiques à la désobéissance civile face à l'urgence écologique. Et l'idée, c'était vraiment de dire qu'avec l'urgence à laquelle on fait face, les scientifiques ne peuvent pas simplement rester dans leur laboratoire en disant « attention, la maison brûle, c'est très grave, il faut aller vite ». Si on fait ça, on perd en crédibilité au bout d'un moment. Et donc l'idée, c'était de descendre dans la rue, de prendre des risques de manière désintéressée pour montrer qu'on prend au sérieux nos alertes et qu'on ne se contente pas simplement de faire des rapports, etc. Donc pour nous, c'est essentiel. À quoi servent ces actions? À faire bouger l'opinion publique ou à faire bouger les responsables politiques? Les deux, ça peut dépendre des actions, des moments. Oui. Mais il y a des actions, toutes les actions sont bonnes ou certaines... vous regrettez certaines actions Alors on peut discuter de l'efficacité de différentes actions, mais pour nous, on va pas critiquer les actions des autres, à moins qu'elles soient vraiment scandaleuses. Pour nous, même si certaines actions sont scandaleuses. Non, à ce stade, je pense qu'on ne voit pas d'actions qui soient véritablement scandaleuses. Il peut y en avoir qui peuvent sembler un peu étranges, mais en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on voit que même si des actions peuvent sembler vraiment absurdes ou juste pour faire le buzz, en fait, ça crée du débat, et ça crée même des débats de fond sur l'urgence de la situation, la désobéissance civile. Ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'on est prêt à sauver, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier. Donc finalement, même des actions qui, au début, nous paraissaient pas forcément très utiles, ont un effet qui met la pression sur le gouvernement et qui met des choses à l'agenda politique. Donc alors, je vais me tourner vers vous, mais prenons Fabrice, qui est à l'île Jourdain, dans le Gers. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre opinion ?
Alors moi, clairement, s'il est question des actions qui consistent à se coller à des tableaux comme les tableaux de Vermeer ou de balancer de la sauce tomate sur des chefs-d'œuvre de l'art pictural ou autre, alors j'y suis totalement opposé. Je trouve protégé par des vitres, hein, quand même. Hein. Je voudrais le préciser parce que le tableau n'est pas détruit à vie. Quoi. D'accord. Enfin, protégé par des vitres ou pas, je trouve que la manœuvre est d'une bêtise noire. Je vois pas trop le rapport, moi, mais enfin bon, c'est pour attirer l'attention. C'est pour attirer l'attention, mais enfin, je vois pas l'intérêt de détruire des chefs-d'œuvre, en fait, sans compter qu'en termes militants, autant que je connaisse un peu le sujet, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas le rapport avec le climat, en fait. C'est le fait d'abîmer, même protégé par du verre, un tableau de Vermeer ou une œuvre d'art quelle qu'elle soit, je ne vois pas l'intérêt, sinon justement de faire le buzz, comme on dit, c'est-à-dire en fait d'attirer l'attention pour mettre le climat à l'agenda médiatique, mais bon, de toute façon, il est déjà à l'agenda médiatique, et je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce genre ce genre d'action, en fait, qui en fait desservent, je pense, la cause des personnes qui prétendent promouvoir la cause en question en faisant ça. Ça dessert la cause écologiste pour vous? Mais ça la dessert totalement, ça la dessert totalement. Je ne vois vraiment pas l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt aussi de s'asseoir sur le périphérique ou ce genre de choses pour finalement, en l'occurrence, là, il ne s'agit plus de nuire à l'art en général, mais quand il s'agit d'emmerder, excusez-moi l'expression, du Pékin moyen qui va travailler, quoi. Voilà. Bien, merci Fabrice. Yann Verling. Alors, est-ce que ça sert ou ça dessert la cause climatique? Moi, je pense que ça dépend lesquels. Mais en l'occurrence, quand on parle des activistes qui s'attaquent aux œuvres d'art, moi, ça me choque profondément. Ça me choque profondément. Je pense que le message qui est passé, qui choque, est un message qui, justement, braque. Et j'ai la conviction, moi, que quand on gifle les gens, eh ben, c'est pas comme ça qu'on les fait changer. Et là, en l'occurrence, parce que, certes, il y a une vitre. Bon, heureusement qu'il y a une vitre. On l'a appris après coup qu'il y avait une vitre. On était presque soulagés. Mais sur le moment, moi, j'ai été profondément choqué parce que ça m'a tout de suite renvoyé à des images. Alors, excusez-moi de la comparaison, mais quand dans l'histoire ou dans d'autres pays, on détruit des œuvres d'art, on détruit des livres, vous savez quelles sont les idéologies qu'il y a derrière. Et les idéologies, moi, je m'en méfie beaucoup. Et donc, moi, je suis un écolo convaincu, mais là, je pense que ça dessert la cause profondément. Lucas. Bon, moi, je pense qu'il faut se garder de comparer les activistes du climat à des nazis, quand même. J'ai pas dit ça. Non, mais vous faites référence à ceux qui dans l'histoire ont détruit des livres. Le danger, mais pas qu'il y a pas que les. Moi, je vous le dis, c'est une forme d'action que je n'aime pas parce que je pense que l'écologie, c'est au contraire l'accès et le partage du beau, c'est le partage de la culture, et que l'art est ce que nous avons de plus précieux, de plus fort dans une civilisation. Mais là aussi, vous voyez notre débat public, à quoi il en est réduit. On commente ces actions. Il y a toujours eu dans l'histoire toutes les mobilisations, toutes les causes ont eu leurs actions plus ou moins radicales et elles ont besoin, c'est l'histoire qui jugera si c'était efficace ou pas en réalité. Ce qui est terrible, c'est qu'on commande plus ces actions que la réalité du sujet. Et juste je termine parce que expliquer n'est pas excuser, et donc il faut quand même entendre le cri d'une génération qui est la mienne, qui vit ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui se demande concrètement si elle pourra avoir des enfants sur cette planète, qui se demande dans quelles conditions nous allons vivre, non pas dans quelques siècles mais dans quelques décennies, comment déjà aujourd'hui nous vivons les conséquences d'un réchauffement climatique dramatique, des sécheresses, des migrations, on va en parler tout à l'heure, des drames qui touchent d'abord en partie les plus modestes et les plus vulnérables. Quand il y a des ouragans, quand il y a des tempêtes, quand il y a des inondations, ce sont toujours les plus pauvres qui en payent d'abord et le plus durement le prix. Donc il faut qu'on entende le cri de cette génération. Si il y a ce mode d'action, c'est peut-être parce que aujourd'hui il n'y a pas de transcription dans le monde politique, il n'y a pas de transcription. Et je dis ça en étant parlementaire. Moi ça m'interpelle, ça m'incite à être encore plus virulent dans le débat public, ça m'incite à être encore plus proposant dans le débat public aujourd'hui sur la question climatique. Parce que si toute une génération ne se sent pas représentée par les décideurs politiques, si elle a le sentiment que finalement ce sont toujours les lobbies qui gagnent à la fin, ce sont toujours les multinationales qui gagnent à la fin, que c'est toujours le carbone qui gagne à la fin, alors on aura loupé quelque chose. Donc je crois qu'on devrait se concentrer dans le débat public plutôt sur ce que veulent nous dire ces jeunes que la façon dont ils le disent aujourd'hui. Encore une fois, et moi je distingue, une action qui bloque un périphérique, oui ça embête des gens quand on va travailler, mais de ce point de vue-là, moi je défends les grèves aussi. Les grèves, des fois, ça embête les usagers, mais c'est parce qu'il y a eu des grands mouvements sociaux, des grandes grèves dans ce pays, qu'on a obtenu des droits dont on bénéficie encore aujourd'hui. La volonté, vous êtes un peu en contradiction, puisque la volonté des activistes du climat, c'est évidemment de faire parler
d'eux, et pas d'eux particulièrement, mais de faire parler de la cause qu'ils défendent. Moi, je ne suis pas activiste, je suis responsable politique. Comprenez bien sûr. Mais donc, la preuve, c'est qu'ils réussissent. Donc, ça sert plutôt la cause. Ben oui, ça sert la cause parce que ils mettent le sujet dans les médias. Mais donc je vous dis ailleurs et dans l'opinion. Mais si on se dit que ce qu'ils font n'est pas bien, parce que honnêtement sur les tableaux, moi même s'il y a une vitre, je trouve que symboliquement s'en prendre à l'art, c'est jamais une bonne chose, c'est jamais une solution. Mais si on veut leur démontrer qu'il y a d'autres modes d'action, alors saisissons ce message qu'ils nous envoient, ce cri d'alerte qu'ils nous envoient, et parlons et traitons de la question climatique. Et faisons pas comme le fait le gouvernement, du greenwashing en permanence, et derrière pas de moyens mis réellement pour la transition écologique. Alors est-ce que certains activistes sont prêts à aller plus loin, je ne sais pas moi, avec des actions qui seront peut-être plus violentes ou plus. Est-ce qu'on pourrait penser que ça pourrait arriver? Je vous dis ça parce que il y a une forme d'extrémisme dans l'activisme. Est-ce que des activistes extrémistes existent dans l'extrémisme? Le terme n'est peut-être pas très approprié pour des actions qui restent vraiment symboliques. C'est vrai que la comparaison même implicite avec les nazis est vraiment déplacée. Celle-là. Mais arrêtez avec cette comparaison. Enfin, personne n'a dit ça. Non, mais l'implicite quand même de dire détruire des livres, là, c'était vraiment... On est surtout sur un registre d'action qui est très symbolique, c'est-à-dire attaquer un tableau mais avec une vitre simplement pour alerter, se coller à une route, mais en fait ça bloque les gens pendant une demi-heure, 1 heure. C'est plus les personnes qui se collent qui se mettent en danger que les personnes qui sont bloquées. J'ai des collègues qui sont collés à des voitures de luxe en Allemagne, par exemple. Tirer la sonnette d'alarme au sommet mondial pour la santé, voilà. Ce genre de choses, ça reste du domaine symbolique, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander même finalement pourquoi les actions ne sont pas plus radicales, et on pourrait même se réjouir qu'on en soit resté à des choses très symboliques, non violentes, et très raisonnables finalement. Ça me fait plaisir que vous disiez cela, parce que je me posais la question, est-ce que les actions peuvent devenir plus radicales ? Et doivent-elles devenir plus radicales ? C'est vraiment le risque en fait. Si les gouvernements ne prennent pas au sérieux la pression populaire qui monte, et on voit avec de plus en plus d'actions diversifiées de différents groupes, ça va des scientifiques aux jeunes dans tous les pays, on peut craindre ça. Et c'est vrai que si on fait le parallèle avec les mouvements de désobéissance civile dans l'histoire, ils ont tous recouru à la violence. En fait, par exemple, les suffragettes, si on reprend l'exemple un peu classique, elles ont provoqué un nombre d'incendies incroyables, brisé des vitres, perturbé énormément d'événements. Si on faisait ça aujourd'hui, on crierait au terrorisme. On a vu Gérald Darmanin pour un tube qui a été percé, crier au terrorisme. Même Martin Luther King, il y a eu des émeutes, etc. Donc, la situation est quand même assez grave et il faut que les gouvernements prennent la mesure en fait. Mais est-ce que, pour en revenir à ce qui s'est passé, puisque vous l'évoquez à Sainte-Soline, parfois les revendications écologistes ont été débordées par d'autres revendications plus politiques, avec des militants qui sont venus se mêler à la cause écologique. Donc est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là, qu'elle soit récupérée, qu'elle soit par des militants d'extrême gauche ou anarchistes ou autres? Il n'y a pas ce risque-là? Il existe? Alors récupérer, je ne sais pas si on peut... Je ne connais pas les personnes qui ont fait ça, et c'est peut-être des écologistes tout à fait sincères, je ne sais pas si c'était récupéré, mais c'est vrai qu'il y a différentes composantes dans un mouvement. Il y a des gens qui viennent manifester de manière tout à fait classique, il y en a qui sont prêts à aller un peu plus loin en faisant de la désobéissance civile de manière non violente, c'est ce qu'on prône, et il y en a qui peuvent aussi éventuellement aller plus loin. Pour l'instant, il n'y a pas eu de violence sur les personnes, on peut s'en réjouir, mais c'est vrai que c'est une barrière que nous, on ne veut pas franchir. On prône vraiment la non-violence, et c'est ce que font tous les groupes de désobéissance civile écologistes aujourd'hui. Mais évidemment, on peut penser que certains, en voyant que ça ne fonctionne pas, pourraient avoir envie d'aller plus loin. Benjamin Lucas. Bon, c'est l'histoire de tous les mouvements. C'est toujours l'histoire de tous les mouvements sociaux, d'avoir des franges plus radicales, des franges plus modérées. On va pas changer ça, mais parler de la vraie radicalité, de la vraie violence. On parlait de l'art, donc je vais prendre un exemple qui concerne l'art. Quand le niveau de la mer sera monté de plusieurs mètres, Venise, cité magnifique dans laquelle vous avez une profusion de tableaux, de chefs-d'œuvre merveilleux. Ça, ce sera beaucoup plus radical et beaucoup plus violent que des actions qui symboliquement, même si encore une fois je ne les approuve pas, s'en prennent à la vitre d'un tableau. Donc vous voyez bien que dans cette course à la radicalité, ce qui est radical, ce qui est violent, c'est l'inaction climatique. Ce qui est radical, ce qui est violent, c'est le fait qu'à chaque fois que ce gouvernement a dû choisir entre les lobbies et l'intérêt général, il ait choisi la soumission aux lobbies. C'est ça qui est radical, et c'est ça que dénonce aussi une génération avec ses modalités d'action. Mais
mais vous l'avez rappelé, tous les mouvements qui ont permis de conquérir des droits, qui ont permis de conquérir des libertés, ils ont eu une part de radicalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut la prouver en permanence. Donc il faut prendre le risque de braquer une partie de l'opinion, sans hésiter. Mais non, parce que moi je crois au contraire qu'on doit aujourd'hui faire bloc et agréger. Mais oui, c'est un débat politique. Vous disiez, est-ce que c'est récupéré politiquement? Mais la question de la transition écologique, elle est liée à la question du partage de la richesse. Elle est liée au fait qu'aujourd'hui, ce sont les plus riches qui polluent le plus, qui consomment le plus et qui ont les comportements les plus nuisibles au climat. Oui, elle est liée au fait qu'il y a une inégalité entre le nord et le sud à l'échelle de la planète, et c'est l'un des sujets de la COP27. Oui, elle est liée au fait qu'aujourd'hui, vous pouvez circuler en jet privé sans aucune forme de contrainte. Elle est liée à tout ça. Elle est liée au fait que les super profits sont pas taxés. Or, les super profits, ils proviennent souvent d'activités qui sont des activités extrêmement polluantes. C'est une question politique, l'écologie. Vous savez, il y a une formule qui dit l'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Bon, moi, je pense que les questions sont liées. C'est un modèle qui génère le réchauffement climatique. C'est le modèle productiviste, c'est le modèle de l'obsession de la croissance, c'est le modèle néolibéral. C'est tout ça qui produit aujourd'hui le réchauffement climatique. Sinon, si on fait juste remplacer les bouteilles en plastique par des bouteilles en verre, ce sera très bien. Mais c'est pas ça qui va jouer au cœur des changements que nous devons faire pour notre société aujourd'hui. Bien, il est 11h31. Nous allons poursuivre ce débat. Yann Verling va pouvoir s'exprimer. Je lis ce que dit Yannick Jadot. Ces actions sont loin de faire l'unanimité, y compris dans le camp écologiste. Le climat mérite mieux que cette caricature imbécile. C'était à propos, effectivement, de toutes ces actions dans les musées. Oui, il parlait des tableaux. Hein. Et puis, je regarde François Gemène, que vous connaissez bien, qui est politologue belge, qui est très sensible aux questions, membre du GIEC, qui dit « Il y a tellement de gens qui cherchent à décrédibiliser la lutte contre le changement climatique. Pourquoi voulez-vous leur donner des munitions supplémentaires ?» Voilà ce qu'il dit. Nous poursuivons le débat dans un instant, 11h32. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, est-ce que les activistes du climat servent la cause environnementale? Yann Verling, à vous de vous exprimer sur le sujet. Non, moi simplement, et de répondre à la question. J'entendais les propos de mon collègue, c'est qu'à un moment donné, il faut se positionner quand on est un écolo. Quand on est écolo, soit on est du côté des actes de ce type-là, des types, on badigeonne des tableaux, soit on le condamne. Et moi, je crois qu'il y a des actions, effectivement, qui sont non violentes, qui posent aucun problème, et dans l'histoire, il y en a eu plein, et moi j'ai participé à plein de manifestations contre plein de projets, etc. Bien sûr que ça va, mais quand on passe le cap de la violence, la dégradation du matériel, l'agression des personnes ou la dégradation des biens, on passe un cap, et là il faut se positionner en tant qu'écolo. Et moi je me positionne, je suis contre. Je les réprouve, voilà. Les actions contre les œuvres d'art, je les réprouve et je les condamne. C'était pas tout à fait clair encore une fois, expliquer n'est pas excusé. Je crois qu'il faut entendre et il faut comprendre ce qui se passe. Voilà. Et que par ailleurs, il faut aussi mettre de la nuance dans le débat. C'est pas la même chose de s'attaquer à une Porsche et de s'attaquer à une œuvre d'art. Je considère qu'une Porsche n'est pas une œuvre d'art. Quand on dit non-violence, d'ailleurs, c'est voilà. Non-violence sur les personnes. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi relativiser. Moi, encore une fois, je le condamne, donc je vous le précise. Je condamne le fait qu'on s'attaque à un tableau, mais s'attaquer à la vitre d'un tableau, symboliquement, c'est très violent, ça me gêne, mais j'entends et j'essaye d'entendre et de comprendre pourquoi ça arrive. Demain, ça peut être violent même de bloquer une autoroute, de bloquer un périphérique. Pardonnez-moi de le dire. Mais violent pour celui qui est dans sa voiture, qui a un rendez-vous peut-être très important, qui va à Pôle emploi ou qui a quelqu'un de malade dans sa voiture et qui ne peut pas passer. Pardon. C'est rien à côté de la violence que sera et qui est déjà le réchauffement climatique. Mais on manifeste parfois. Oui, je vais vous dire, moi j'ai fait plein de manifs dans ma vie, des manifs très calmes, très pacifistes, très machin. Même parfois des choses qui rassemblent largement, des marches blanches, des hommages. Vous bloquez la circulation parce que vous êtes dans une manifestation en centre-ville, ça embête des gens. D'accord, mais ça c'est réduire le débat à quelque chose de marginal. Moi je préfère effectivement les actions qui agrègent aux actions qui parfois peuvent diviser. Mais je constate aussi, par exemple, quand il y a des grèves, parce qu'on est sur la question écolo, c'est vrai sur les questions sociales. Moi, par exemple, quand il y a une grève des transports, bah oui, je suis embêté parce que j'arrive une demi-heure en retard. N'empêche que je comprends pourquoi cette grève a lieu et je me dis que s'il n'y avait pas ces grèves, on n'aurait peut-être plus de service public des transports et on aurait sans doute aujourd'hui plus de maillage du territoire comme on l'a. Donc vous voyez, des fois ces actions elles sont positives. Il faut juste passer de l'énervement d'un moment à la conscience de ce que cela implique pour le long terme. Sébastien est à Toulouse. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous. Bonjour. Sébastien, vous êtes chef d'entreprise. Oui. Oui, il existe un changement climatique, pensez-vous, mais vous dites que l'homme n'en est pas responsable. Pourquoi, Sébastien ? Parce que si on sait lire les livres d'histoire, on se rend compte qu'il y a des réchauffements climatiques naturels et des refroidissements également. Mmh. Ça, c'est la réalité. Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'homme accélère, par ses activités,
le réchauffement climatique, justement. Personne ne conteste qu'il y a des moments plus froids et des moments plus chauds. Mais est-ce qu'il n'y a pas une accélération du réchauffement due à l'activité humaine ? Non, du tout. Je pense qu'effectivement, si on parle d'écologie, effectivement, l'homme pollue sa planète. Ça fait, je pense que personne ne peut le nier. De là à ce que, on va dire, sur une 150 ans, grand maximum, 150 ans, je parle d'évolution technique, technologique, au gré du temps, en termes d'usine, qui peut effectivement contribuer à un réchauffement climatique, mais je ne pense pas que ça soit lié, honnêtement, pas à 150 ans. La planète a subi d'énormes changements et elle continuera à en avoir. Donc, je ne pense pas que ce soit lié au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas lié. Après, je conçois aussi que dans la tête de certaines personnes, on leur dit qu'effectivement, dans 10 ans, dans 20 ans, on ne pourra plus vivre sur la planète. Je comprends que certaines personnes, du coup, ont peur. Vous voyez, on encourage la peur là-dessus. Moi, je pense qu'il faudrait relativiser et écouter plutôt l'histoire. Oui, l'histoire c'est une chose, mais la réalité d'aujourd'hui c'est autre chose aussi, Sébastien. Évidemment qu'on ne peut pas. La réalité d'aujourd'hui, je laisse parler les spécialistes. Yann Verling, quelle est la réalité aujourd'hui ? La réalité, c'est que j'entends ce que dit monsieur, mais néanmoins, aujourd'hui, on a un groupe d'experts scientifiques mondiaux, ça s'appelle le GIEC. 0,01 degré. Alors, laissez-moi juste finir, monsieur, mais on a ce groupe de scientifiques qu'il faut écouter. Il y a de tous les pays des scientifiques qui se réunissent régulièrement pour évaluer la situation climatique. Au fur et à mesure des COP, tous les ans, il y a des COP, tous les ans, ils rendent des rapports, tous les ans, ils nous expliquent que le changement climatique est dû à l'activité humaine. Et ça, c'est vrai qu'il y a 10 ans, ils disaient c'est à 90% sûr. Et aujourd'hui, ils disent que c'est à 99% sûr. Donc ça, moi, à un moment donné, quand 100% des scientifiques disent il y a 99% de chances que ce soit dû à l'activité humaine depuis 150 ans, moi, je les écoute. Voilà. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire ? Peut-être rajouter un point de vue. Alors moi je suis sociologue, donc je ne vais pas me prétendre spécialiste du climat, ça serait grotesque. Par contre, ce qu'on défend à Scientifiques en Rébellion, en fait, c'est d'être transparent sur nos spécialités et d'expliquer en fait aux gens comment fonctionne la science et ce qu'on sait du fonctionnement de la science. En fait, ce qui donne une crédibilité aux travaux du GIEC, en fait, qui est peut-être la plus formidable expérience de scientifiques qui ait jamais été mise en place, en fait, c'est de synthétiser des travaux qui sont faits par des milliers, voire des dizaines de milliers de chercheurs de nombreuses disciplines dans le monde. Et en fait, ça remonte, c'est relu, différents scientifiques relisent les travaux des autres, vérifient qu'ils sont sérieux, vérifient qu'ils ont été publiés dans des revues sérieuses, ils synthétisent tout ça, ils critiquent, après c'est soumis à la relecture et à des milliers de commentaires de n'importe quel scientifique dans le monde qui peut les avancer. C'est relu, il y a des différents niveaux de synthèse et à l'arrivée, ça crée un consensus scientifique qui est très fort. Et en fait, les personnes qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique et qui se présentent comme scientifiques, souvent, en fait, elles trompent les auditeurs parce qu'elles se font passer pour des spécialistes, alors qu'en fait, souvent, elles ne le sont pas. Par exemple, Claude Allègre, il était géologue ou géophysicien, mais il n'était pas spécialiste du climat et il n'avait pas publié des travaux relus par les pairs, il n'avait pas participé à ce travail collectif. Et c'est ça qui fait la crédibilité de la science. Moi, personnellement, je n'ai pas plus d'idées que vous sur la réalité du réchauffement, mais je crois à ce processus collectif qui est très rigoureux et qui est contrôlé par l'ensemble de la communauté scientifique. En fait, il n'y a aucun doute, le consensus est total entre les scientifiques. Benjamin Lucas, vous voulez répondre à Sébastien ? Non, mais à vous, Jean-Jacques Bourdin, on peut se parler franchement, et c'est ce que j'apprécie dans votre émission. Alors, je vous le dis franchement, je trouve que c'est pas bien ce qu'on est en train de faire là. On est en train de débattre de la véracité d'un consensus scientifique. On est en 2022 et on est en train, à une heure de grande écoute, où il y a des gens qui nous écoutent, comme ça, de faire micro ouvert à un propos qui nie la réalité scientifique. Mais il faut l'écouter. Non, oui, mais Jean-Jacques Bourdin. Jean-Jacques Bourdin, là, on diffuse largement. Moi, je rencontre dans mes permanences des gens. Il y a quelques années, vous rencontriez sans doute aussi des gens qui pensaient que la Terre était plate. Est-ce qu'on a organisé des émissions pour dire est-ce que la Terre est vraiment plate ou pas ? Est-ce qu'on a interrogé des gens pour remettre en cause la vérité que la Terre est ronde ? Non. C'est-à-dire que le sujet du réchauffement climatique n'est pas une opinion parmi d'autres. Et c'est là où on prend du coup du retard sur l'action qui nous permettra de sauver ou pas l'humanité. C'est que ce n'est pas une opinion à équidistance. Non, mais on ne peut pas. Non mais on ne peut pas diffuser comme ça un propos qui nous dit il y a du réchauffement climatique mais l'homme n'a aucun impact là-dessus. C'est une vérité scientifique étayée par des dizaines de milliers de scientifiques. Vous êtes là pour rappeler la réalité des choses. Je le dis parce que je trouve qu'on a, et ça c'est le drame de notre démocratie, c'est le drame de notre démocratie, on a non plus un débat qui repose sur des faits, sur la vérité, sur des arguments, mais un espèce d'air trumpiste où tout se vaut et où moi je peux arriver et dire n'importe quoi et ça devient une
opinion parmi d'autres. Et non, mais je nous encourage à faire attention. À tous les débats. Non, mais attendez. Si j'ai bien compris, vous débattez entre vous. Et vous êtes opposé à ce que je remette en cause la légitimité de ce débat. Je pense que ça fait partie de la démocratie. Je suis pour le débat. Du coup, maintenant. Je suis pour le débat, justement. Le débat se fait. Et je suis vous le dis parce que je suis ému par ça, parce que je suis touché par ça, parce que j'avais le sentiment qu'on avait progressé sur ces questions. Et bien sûr, il faut convaincre, mais à un moment donné, on a une responsabilité, les politiques, les médias, les institutions, on a une responsabilité qui est de ne pas remettre en cause la science, qui est de ne pas invalider le consensus scientifique, et que de fait, dire l'opinion de quelqu'un qui nie la réalité aujourd'hui de l'impact de l'homme sur le réchauffement climatique et l'opinion de scientifiques, tout ça se vaut et peut faire l'objet d'un débat. Je trouve que la démocratie, c'est pas simplement un mode d'emploi, la démocratie, c'est des valeurs et c'est un certain rapport à la vérité. Ah mais ça, on est totalement d'accord. Si j'ai bien compris, tous ceux qui ne partagent pas votre opinion doivent se taire. Non, j'ai pas dit ça. Au contraire, là, on en débat. Je suis pas parti. On en débat parce que je l'ai voulu. Et donc, ça fait aussi partie de la démocratie du débat que je vous dise qu'à mon avis, c'est pas un bon sujet de débat. Et comme je sais que chez vous, on peut le dire, ça fait 5 minutes qu'on en parle. Exactement. Ce faisant, vous êtes très fort parce que ça fait 5 minutes qu'on en parle. Oui, j'accepte d'en parler. Benjamin Lucas. Mais moi, je veux pas rentrer dans le jeu et considérer dire non, monsieur, vous avez rentré dans le jeu. Pardon de vous dire, vous rentrez dans le jeu. Parce que vous êtes très fort et que c'est une émission très sérieuse. Bon. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, Yann Berling? Non, j'ai juste dit que voilà. Sur notre sujet, passons au sujet effectivement qui était du climat. Servent-ils la cause climatique? La question que moi je me pose, moi je suis décideur politique. Oui. Est-ce que ça va? Moi je suis écolo donc j'ai des convictions, mais est-ce que des collègues qui seraient peut-être un peu moins convaincus que moi vont accélérer leur processus de décision en voyant un activiste faire ce qu'il a fait en jetant de la soupe sur un tableau? Je n'y crois pas un seul instant. Je ne crois pas au contraire non plus, ça ne va pas le freiner. Mais néanmoins, ça ne sert pas l'accélération. Parce que à quoi est confronté aujourd'hui un décideur politique, un décideur économique? Et c'est tout le sujet de cette COP27. C'est le dilemme, le drame entre le fait que le court terme passe toujours devant le long terme. Et aujourd'hui, par exemple, le chèque énergie, c'est du court terme qui ne répond pas à la question du long terme. Et c'est même contradictoire avec le long terme. Et ça, c'est le sujet... le drame du politique aujourd'hui, du décideur, et c'est pas ces actions violentes qui vont l'aider à résoudre cette équation insoluble aujourd'hui. Bien, Yann Verling, merci. Nous allons aborder un autre sujet. Je regarde l'heure, il est 11h45, donc on va observer une petite pause. Et ensuite, je vais parler des pays les moins dotés, les pays pauvres, qui souffrent du réchauffement climatique plus que les pays riches, et surtout qui ont moins de moyens pour y répondre. Faut-il les aider plus encore? 11h46, merci d'être avec nous. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, vous êtes nombreux à réagir, je le sais, 0826 300 300, chacun a le droit de s'exprimer. Ici, allez, Claude est à Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour Jean-Jacques, et merci de me permettre de dire un petit mot. Voilà, bien sûr. Moi, je suis, au moment où vous allez aborder le problème des pays pauvres, oui. Je constate que tout l'activisme dont on entend parler depuis le début de votre émission, là, oui. il vise en fait à sensibiliser qui? L'opinion publique, les Français. Or, les Français, tout le monde connaît les chiffres aussi, c'est indiscutable, ils représentent moins de 1% du problème mondial. D'un autre côté, on sait que les pays pauvres, qui ont besoin de continuer de se développer pour se nourrir, pour se soigner, pour avoir l'électricité, etc., ils sont obligés de consommer des combustibles fossiles. Donc l'idée de dire on sacrifie le zéro carbone parce qu'on regarde que le court terme, c'est du simplisme. Hein. Et moi, je me dis que simplement, soit on arrête le développement des pays pauvres et on demande aux pays riches de se mettre au même niveau de vie que les pays pauvres, ce qui me paraît complètement aberrant, soit dire, bon, il faut au contraire investir dans la façon de survivre à ce réchauffement climatique qu'on ne maîtrisera pas à court terme comme certains le croient. Et en particulier, je termine là-dessus, je suis étonné qu'en même temps, dans les mêmes mouvements, on va trouver des gens qui s'opposent aux recherches qui sont faites avec les OGM pour avoir par exemple des productions nourricières qui consomment moins d'eau, qui soient... vous posez de bonnes questions, mon cher Claude. Claude pose de bonnes questions. Parce que soit on donne plus de moyens sans vrai contrôle, soit on aide au développement dans les pays les plus pauvres, pour lutter, entre autres, pour développer les cultures, pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça, c'est effectivement, c'est une question posée.
Comment fait-on? On envoie de l'argent comme ça ou au contraire, on investit, on aide à l'investissement dans les pays les plus pauvres? D'abord, rapidement, un point sur le fait qu'effectivement, la France représente peut-être 1% des émissions mondiales, simplement parce qu'on représente moins de 1% de la population mondiale. Oui. Par contre, si on passe au niveau de l'Union européenne, c'est déjà plus. Et si on regarde tous les capitaux, les multinationales européennes qui exploitent des nouveaux gisements d'énergie fossile, qui construisent des centrales à charbon ou à gaz, à pétrole dans le monde en développement, c'est beaucoup plus. Donc en fait, on a un poids très important. Et si par exemple on mettait une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, on inciterait aussi d'autres pays, notamment la Chine, à diminuer leurs émissions. Donc en fait, c'est pas absurde de s'attaquer d'abord aux pays les plus développés, qui sont quand même ceux qui ont le plus d'influence dans le monde. Alors, gaz à effet de serre, l'Europe, 7 à 8% des émissions mondiales, 30% pour la Chine et 15% pour les États-Unis. L'Afrique, c'est moins de 4%. Le continent africain, c'est moins de 4%. Voilà, je voulais donner ces chiffres. Et pour en venir aux pays en développement, en fait, tout l'enjeu justement de la COP, c'est d'augmenter les financements des pays riches vers les pays pauvres pour les aider à se développer avec des énergies renouvelables, de ne pas ouvrir des centrales à charbon qui sont peut-être moins chères pour eux à court terme, mais qui auront des effets catastrophiques, notamment pour ces pays-là qui seront touchés eux-mêmes par les catastrophes plus tard. Donc tout l'enjeu, en fait, il est là, c'est de les aider à se développer, et on a les moyens de se développer sans utiliser les énergies fossiles. Yann Verling. Oui, je suis d'accord avec tout ça. Je pense que le sujet aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, les chiffres, c'est quand même que les plus gros émetteurs, c'est eux qui doivent faire aujourd'hui les plus gros efforts, parce que la Chine et les États-Unis, c'est presque la moitié des émissions mondiales. Donc là, on attend les Chinois à cette COP. Ils viennent pas à la COP, la 27. Donc franchement, ça devient un peu pénible. En plus, ils sont présidents de l'autre COP biodiversité, donc ils ont des responsabilités environnementales fortes et ils ne les assument pas. Bon, néanmoins, aujourd'hui, le sujet pour les pays en voie de développement, vous avez dit que c'était très faible les émissions, mais la progression potentielle est énorme. Ils revendiquent aujourd'hui un droit au développement. Ils ont tout à fait le droit de dire ce que vous avez fait vous par le passé, on a le droit de le faire aujourd'hui. Bon, très bien. Sauf qu'effectivement, ce qu'il faut, c'est pas leur interdire le droit au développement, c'est que ce développement soit décarboné. Donc tout de suite les aider aujourd'hui. Ah oui, tout de suite l'investissement est indispensable. Pourquoi ? Parce qu'en plus la démographie est plus forte dans ces pays-là que chez nous. Et sinon la facilité, parce que c'est des pays qui disposent de ressources. Les besoins seront plus grands. Et ils vont chercher, ils vont construire des centrales charbon, et ça va pas être la bonne solution. En déplacement, en logement, en mobilité. Enfin, bon, justement, parlons des migrations, parce que ça entraîne évidemment le réchauffement climatique, les difficultés, ça entraîne des migrations, les famines, je sais, Benjamin Lucas, que vous demandez le report de l'examen de loi asile et immigration. Oui, vous confirmez, oui. Je vous le confirme. Je crois que nous avons une responsabilité. On est dans un contexte, on l'a vu à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, d'offensive raciste. Elle existe dans les institutions de la République, elle existe dans certains grands médias. Elle est aujourd'hui une menace pour la cohésion républicaine qui est la nôtre. Et je crois que aujourd'hui, reprendre les thèmes et les termes de l'extrême droite de la part du gouvernement n'est pas une bonne chose, que ça va diviser la société, que ça va la fracturer, et que je pense qu'il y a aujourd'hui d'autres urgences à résoudre. Les préoccupations principales des Français, moi je les rencontre tous les jours dans ma circonscription, c'est le pouvoir d'achat, c'est la capacité à payer les factures d'énergie cet hiver, c'est le climat. On en a parlé d'ailleurs très longuement sur votre plateau et je vous en remercie, parce qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se produire. Et donc je crois qu'il ne faut pas que le gouvernement, qui a été élu, je le rappelle, Monsieur Macron a été élu et réélu pour faire barrage à Madame Le Pen, parce qu'il y a des gens comme moi, non, des millions, vous êtes sur qui ont le voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Non, mais c'est un débat politique, une loi qui arrive à l'Assemblée nationale. Et justement, je termine, parce que je vois la question que vous allez me poser, je l'anticipe. Moi, je n'ai aucun problème à parler des questions de migration. Le parti que je préside, Génération, la première campagne que nous avons faite en 2017, c'est une campagne pour l'accueil digne des exilés, en proposant des solutions. Mais je crois qu'il y a d'autres manières de rentrer dans ce débat qu'en reprenant les thèmes et les termes de l'extrême droite. Parlons de la question sociale, parlons de la question climatique, parlons de la question de l'intégration et de l'application des valeurs de la République. Voilà des vrais et nobles sujets, plutôt que de faire des exilés, des variables d'ajustement économique. Simplement une question à vous poser. Les migrations dues au climat seront de plus en plus nombreuses, vous le savez. Elles ne sont pas traitées par cette loi. Non, mais elles ne sont... D'abord, vous n'avez pas le texte définitif, ni vous ni moi. J'ai lu attentivement ce qu'a dit M. Darmanin. Jusqu'à maintenant, ce qu'a dit. Nous verrons s'il y a effectivement mais c'est lié, c'est forcément lié.
Bien sûr. Franchement, l'immigration et la question climatique, c'est lié. Mais ce n'est pas l'objet de ce texte. L'objet de ce texte a été dit par le ministre de l'Intérieur et le ministre du Travail, Monsieur Dussopt. L'objet de ce texte, c'est de faire des exilés des variables d'ajustement économique sur les métiers en tension. Quand il y a des questions qui sont posées à la société française, je pense qu'il est bon d'ouvrir le débat, non, Benjamin Lucas? J'ai pas dit. Non, parce que j'ai l'impression que vous voulez fermer tous les débats. Non, je ne vais pas les fermer. Non, je dis ça comme ça. Je ne veux pas les fermer, mais il y a plein de débats. Est-ce qu'en janvier, vraiment, en janvier 2023, la priorité, c'est asile et immigration, alors que la part des immigrés dans notre pays, elle n'a pas explosé, contrairement à ce qu'on raconte, elle n'a pas augmenté ces dernières années, alors que l'immigration rapporte, j'aime pas cet argument, mais je vais l'utiliser quand même, alors que l'immigration rapporte économiquement plus qu'elle ne coûte. Donc en réalité, il y a nos concitoyens, moi je ne le nie pas, beaucoup nous parlent des sujets migratoires, mais je pense que ça vient souvent d'autres facteurs. La question de la dignité au travail, la question des inégalités, des injustices, les questions de sécurité. Moi je suis par exemple pour le retour d'une police de proximité. Oui, voilà mais des débats qu'on pourrait avoir en janvier, plutôt que de remettre au cœur du débat les thèmes et les termes de l'extrême droite. Bien. Yann Verling, vous comprenez vous qui êtes politique, vous comprenez ce que demande Benjamin Lucas? Non, enfin, je pense que le sujet de toute façon doit être traité, le sujet de l'immigration doit être traité, il faut prendre le taureau par les cornes. Cela étant, effectivement, vous avez raison de souligner qu'on ne voit pas venir le flux migratoire climatique. Les chiffres de la Banque mondiale, c'est 250 millions de réfugiés climatiques d'ici dans les 2 décennies qui vont arriver. On en fait quoi de ces réfugiés climatiques? Ils ne peuvent plus rester chez eux parce que les conditions climatiques ne sont plus... même leur ville est engloutie par les mers, etc. Donc à un moment donné, on en fait quoi? On en fait quoi? C'est une question qui nous se pose à nous, pays riches. Et ça, c'est un sujet bien plus important que ce qui est mis sur la table par le gouvernement. Donc moi, je serais évidemment partant pour en parler des semaines, des mois, sans aucune difficulté. Bon, merci. 11h58, le temps presse. Merci à vous 3 d'être venus nous voir. Merci à celles et ceux qui sont intervenus ou qui voulaient intervenir. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. 0826 300 300. Merci, à tout de suite.